Bonjour à tous, aujourd'hui on va télécharger le framework Symfony et installer un premier projet. Donc on va aller sur symfony.com/download, avec le petit lien ici download, et on va suivre les instructions petit à petit. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a une commande spéciale Symfony, donc pour taper Symfony quelque chose dans son terminal. Donc ça, on peut l'installer sur Linux, macOS ou Windows. Moi, je suis sur macOS, donc il faut l'installer avec Brew. Donc si vous n'avez pas Brew, il faut déjà installer Brew. Donc ça fait quelques petits trucs à installer. Sur Windows, c'est pareil. Il y a soit Scoop, soit GoFish à installer avant de pouvoir du coup installer la commande Symfony. Donc après, c'est la même chose, hein. Donc moi, je vais faire Brew install Symfony CLI. Donc là, je suis déjà dans mon répertoire, là où je mets mes projets d'habitude. Donc on fait un CD / le répertoire. Et comme ça installe tout au bon endroit. Ok, donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire Symfony-H par exemple. Donc le "-H", c'est fait pour voir toutes les commandes qu'on peut faire avec cette commande. Donc on peut voir qu'on fait, si on fait Symfony espace une de ces choses-là, ça va faire ce qu'il y a dans la description ici. Par exemple, un truc qu'on peut faire facilement, c'est Symfony local de .php de .list. Et là, ça va vous lister les versions de PHP que vous avez sur votre ordinateur. Donc là, on peut voir que moi, j'ai la version de 5.4 jusqu'à 8.1.1. Et donc, par défaut, il nous l'a mis en gras. Il va prendre la 8.1. Et là, il nous dit quelque chose de très important. Donc, c'est que la version courante est sélectionnée dans Pass. Et Pass, c'est c'est une variable d'environnement, en gros, que vous pouvez déterminer dans un fichier de votre ordinateur suivant sur quel OS vous êtes. Et si vous voulez gérer la version PHP d'un seul fichier Symfony, donc là, à ce moment-là, vous pouvez créer un fichier .php-version en mettant juste dedans, vraiment juste la version, par exemple 7.2.15, et il va aller chercher automatiquement, dès que vous faites la commande Symfony, et que vous êtes dans ce dossier-là, il va aller chercher la version PHP la plus proche de ce que vous avez demandé. Ça, on verra. Juste après, on pourra tester ça. Donc moi, 8.1, ça me va. Donc je vais faire un Symfony. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? New-web app. Et là, le nom du projet. Si vous voulez faire une API ou un microservice, il n'y a pas besoin de mettre www-web app. Donc on va le faire là, web app. Là, c'est pour YouTube. Donc par exemple, je vais appeler mon projet YouTube. Et donc, il me va créer ce dossier dans htdocs, parce que c'est là où j'étais, /YouTube. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut aller dedans. Faut pas oublier de faire ce CD. Et je vais l'ouvrir dans VS Code. Donc maintenant que je l'ai ouvert dans VS Code, je peux fermer le terminal. Je l'ouvre ici. Et je vais faire commande J, ou vous pouvez faire CTRL J sinon. Et comme ça, moi j'utilise directement le terminal dans VS Code. Donc comme ça, j'ai un terminal par projet, c'est assez pratique. Donc là, maintenant, il y a une autre commande Symfony pour lancer notre projet, c'est Symfony Serve. Donc Symfony Serve, pareil, il va aller chercher la version de PHP qu'on utilise en ce moment pour nous créer notre serveur. Donc là, il nous donne l'adresse, tac, j'ai plus qu'à copier-coller dans mon navigateur et hop, on a installé Symfony 6.0.6. Je peux refermer le terminal. Et donc là, maintenant, on a vu que, vu qu'on a mis -web app, il nous a rajouté quelques trucs. Donc par exemple, le template pour notre HTML, tout ça, ce qu'on n'aurait pas si on aurait fait une API. Pareil pour le Webpack config, il nous a déjà installé Webpack apparemment. Donc pour le lancer, on va ouvrir un deuxième terminal ici. Et je pense que si on fait npm runwatch, donc c'est pour qu'il regarde
tout le temps les modifications qu'on fait sur notre CSS, ça devrait marcher. Donc là, nous on n'a pas encore fait le npm install, parce que pour le Symfony New, il fait bien le composer install à l'intérieur, mais il ne fait pas le npm install. Ça n'a rien à voir. Donc là, on voit qu'il nous a installé notre dossier Node Modules. Donc là, si on fait un run watch une nouvelle fois, ça a l'air de marcher. Moi, j'ai juste un petit problème de version, je pense, d'NPM. Donc souvent, je fais npm use 15 en ce moment. Il faudrait que je pense à changer ça, à mettre par défaut la version 15. Donc là, je relance une nouvelle fois npm run watch. Et voilà, ça marche. Donc là, à chaque fois maintenant qu'on modifie notre fichier JS ou CSS, normalement, ça devrait reload. Là, on va voir, on sauvegarde. Voilà, ça reload le fichier et le CSS est changé en direct. Donc après, il faut changer la page quand même. Hein. Mais voilà. Une dernière chose qu'on va faire, c'est créer notre base de données. On rouvre encore un nouveau terminal. Comme ça, on a Symfony qui tourne ici, npm qui tourne ici. Et dans mon troisième terminal, on va pouvoir faire les commandes qu'on fait de temps en temps. Donc là, maintenant, il faut aller dans le point env et mettre... donc là, on peut voir qu'on a plein de variables d'environnement. Et là, on a la database URL. Donc là, c'est si vous utilisez Postgre, si vous utilisez MySQL, si vous utilisez SQLite. Moi, j'utilise MySQL. Donc, je vais faire comme ça. Je vais décommenter que la ligne MySQL. Et là, on voit qu'il faut qu'on remplace nos mots de passe et tout ici. Donc là, dbuser, on double-clique dessus, comme ça sélectionne juste ça. Et je vais mettre mon user. Moi, c'est root. dbpassword, c'est root aussi. Et mon port, c'est 8889. Donc là, je laisse 127.0.1, c'est bien mon local. Et il faut mettre un nom de base de données. Moi, je vais mettre YouTube aussi, par exemple. On met bien la version du serveur. Et le charset, ça, je pense que c'est facultatif. Je peux peut-être l'enlever. Ok. Donc là, on va faire une nouvelle commande Symfony pour créer la base de données. Donc là, avec Symfony console, si on le lance, on a du coup la liste des commandes qu'on peut faire dans ce projet-là particulièrement. Donc il y a plein de choses. Il y a des trucs sur Doctrine pour créer la base de données qu'on va utiliser tout de suite. Et il y a aussi les commandes make, donc pour créer automatiquement en ligne de commande des fichiers directement. Donc pour faire une commande, un contrôleur, un CRUD, une entité, un formulaire, ça on va le voir dans les futurs tutoriels. Donc là, tac, tac, nous on a dit qu'on faisait doctrine de database de .create et ça va automatiquement créer la base de données. Donc là on voit créer database, créer YouTube dans notre MySQL et notre PHP-admin aussi. Et du coup, voilà, même pas besoin d'aller créer la base de données manuellement. Et ensuite, quand on la met à jour, on fait comme ça, doctrine chez update -force. Et là, en gros, il va prendre dans src entity, il va prendre nos entités une par une et regarder si ça c'est un texte, si ça c'est un ID, si ça c'est un nombre. Et il va les mettre dans la base de données, il va créer nos tables automatiquement. Donc sur Symfony, il ne faut jamais créer nos tables manuellement. Hein. On utilise toujours l'entité, le dossier entity, et la commande pour faire nos mises à jour de base de données. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour l'installation. Un dernier truc qu'on peut faire, c'est dupliquer notre point env. Donc là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Comme ça, je fais un .env.copy. Et là, on va le changer en .env.local. En gros, avoir plusieurs fichiers .env, ça sert à ce que notre .env là, on le git. Donc on le met à jour à chaque fois, dès qu'on a un nouveau truc, et qu'on mette aucune donnée sensible ici. Et si un jour on a des trucs, par exemple, il y a mailer
On ne veut pas mettre notre mot de passe sur Git parce qu'on travaille avec plusieurs développeurs ou même par risque de se faire pirater ou quoi. On le met que dans le .env.local et en fait le .env.local va prendre le dessus sur nos variables. Donc il va utiliser les variables d'environnement en priorité du .env.local, mais celui-là ne sera pas sur Git. Donc vous pouvez mettre tous vos mots de passe, tout ça, parce que ce fichier-là restera seulement sur votre ordinateur. Et le .env, vous met les trucs par défaut. Comme ça, les autres développeurs qui vont bosser avec vous peuvent changer ces variables ici. Donc voilà, je pense qu'on a parlé de tout. Tchac tchac. Ah non, un autre truc qu'on peut faire encore, c'est enable Sass pour avoir des fichiers CSS en .scss. Donc là, on va décommenter cette ligne-là, enable Sass loader. Et on va voir que si on se remet dans notre deuxième terminal, qu'on relance Node, là, normalement, il ne va pas être content. Voilà. Il ne va pas être content, mais ce qui est bien, c'est qu'il nous donne directement la ligne à installer. Il n'y a plus qu'à faire le npm install Sass loader. Et donc là, avec cette ligne, il va nous rajouter un package. On peut le voir dans le package.json là. Il nous rajouter Sass et Sass loader. Donc ça, trop cool, on n'a rien à faire. Et après, on peut relancer Sass. Voilà, ça remarche. Et là, dans app.js, on peut transformer notre fichier app.css en app.scss. Voilà. On relance. Donc à chaque fois qu'on fait une modif sur webpack config, il faut bien lancer le npm run watch. Donc voilà, ça a l'air de fonctionner. Super. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, les images. Donc ça, je connais jamais la commande. Je vais dans la documentation, dans rubrique front-end web asset, je pense que c'est ça. Non, ça doit pas être ça. Ouais, ça doit être dans Webpack encore, je pense. Oui, c'est ça, c'est dans Webpack encore. Et là, il y a une ligne pour ajouter les images. Donc si vous avez besoin de Vue, React, il y a les tutos ici pour ajouter ça. Donc là, c'est copying and referencing image. Parce qu'en fait, ce qu'on va vouloir faire, en gros, c'est de mettre nos images dans Asset, là. Mais après, si on les met dans Asset, elles ne seront pas publiques. Pour qu'elles soient publiques, il faut qu'elles soient dans le répertoire public. Et dans le répertoire public, du coup, on veut qu'à chaque fois qu'un truc change, que Webpack là, se reload, qu'il copie le dossier image qui est dans Asset dans le dossier public. Donc là, il y a un petit truc à faire, voilà, c'est ça. C'est le copy file à rajouter dans Webpack config. Donc là, il nous le dit dans la doc. Il vous explique en détail si vous voulez regarder. Nous, c'est ce qu'on va faire. Tchac, tchac. Par contre, il est chiant de m'avoir collé tous les plus là. Là. Ok, donc là c'est asset image. Donc il va tout prendre ce qu'il y a dans le dossier qu'on va créer maintenant. Image. Et il va le mettre dans image slash la route. Donc si ça veut dire que s'il y a d'autres trucs derrière, s'il y a slash coucou, un dossier coucou, il va mettre le dossier coucou. Après, il va mettre le nom du fichier, normal, et point son extension. Si vous mettez pas point le ext, il va pas le mettre. Donc là, après, vous pouvez décommenter ça et lui dire d'importer que les PNG ou que les JPG, etc. Et puis là, en décommentant cette ligne, vous pouvez ajouter un hash supplémentaire avec le nom. Mais ça, c'est pas obligatoire. Donc là, je vais mettre une image. Donc voilà, là, j'ai mis une image dans mon dossier pid.jpg. Et si on relance
ou npm, parce qu'on a changé le webpack config, donc il faut bien relancer npm. Il nous met une erreur, comme quoi il faut le file loader. Donc on lui dit ok, npm, vas-y, installe-nous le file loader. Tac, on l'a lancé, il nous dit qu'il a ajouté un package. Nickel. Et on relance le npm runwatch. Cette fois-ci, il nous dit bien qu'il y a 6 fichiers qui ont été mis dans build. Donc si on regarde dans build image, on a bien notre fichier qui s'affiche. Voilà. Donc c'est bon, on a fini l'installation complète de Symfony avec sa base de données et tout ce qui est asset, image, JS, CSS. Donc c'est top, maintenant il n'y a plus qu'à coder notre application. À la prochaine.